Bienvenue sur le podcast Pixis. J'ai comme invité aujourd'hui Nigel. Bienvenue à toi. Bonjour, merci Norman. Nous sommes chez B1, donc c'est toi en fait qui as trouvé le lieu. Donc on peut voir le lieu assez sympa. Tu connais très bien B1, je pense. Alors ouais, effectivement, B1 a été l'un de mes partenaires privilégiés à l'occasion de mon ascension vers les 24 heures du Mans notamment. Et donc voilà, ils se sont installés il y a quelques mois dans ma région. Et donc forcément, lorsqu'on a eu contact pour ce podcast, j'ai tout de suite pensé à eux pour le cadre assez sympathique que dégage la B1, enfin la B-Room. Merci pour avoir accepté mon invitation. On va vraiment parler de ton parcours, ton histoire qui est assez extraordinaire. Je vais te laisser la parole, t'introduire un petit peu, quelques mots sur toi. Bien, Nigel Bailly, 34 ans, Carolo dans l'âme, si je puis dire, fervent de sport automobile et pratiquant par la même occasion. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais te laisser la main sur le coup. Donc en gros, si ça te va, j'aimerais bien retourner vraiment dans le passé parce que ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ce qui t'est arrivé dans ton enfance. Si tu es à l'aise de parler avec ça, parce que c'est vraiment ce message que j'aimerais porter. Je trouve que ça force le respect et moi, le mot qui me vient quand je pense à toi, c'est résilience. Donc vraiment, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce qui t'est arrivé. Alors ouais, aucun problème pour aborder ces différents sujets. Alors, très jeune, j'ai commencé le motocross. J'avais environ 6 ans, 7 ans, plus ou moins. Pendant toute cette période-là, j'ai pratiqué le motocross jusqu'à mes 14 ans. L'âge qui, forcément, on découvre un peu le monde, on découvre plein de choses. Sauf que pour ma part, ça s'est un petit peu arrêté du jour au lendemain puisque j'ai subi un grave accident qui est un accident de motocross. Et aujourd'hui, je me retrouve en situation de handicap, donc je suis paraplégique. Mmh. Et donc, dès ce jour-là, bien forcément, c'était une seconde naissance pour moi. Et donc, il a fallu apprendre à vivre différemment. Mais bon, encore une fois, à 14 ans, je pense que on reste un petit peu, on est un peu insouciant et donc on voit pas spécialement, je dirais, les difficultés arriver, les années, je dirais, à 10-15 ans, donc on pense pas à ça. Mais c'est clair que j'ai un peu vécu une jeunesse différente que les autres. Il a fallu réapprendre beaucoup de choses. J'ai vu un petit reportage sur toi, donc justement, qui mentionne cet accident à tes 14 ans. Ça m'a fait un peu sourire et ça justement, c'est ce qui m'a donné l'espoir. Je me dis 4 mois après, si je me trompe pas, tu es dans un kart à faire des compètes. C'est bien ça? Alors, même pas 4 mois, 2 mois et demi après. 2 mois et demi après. Alors, ça a été, je dirais, une aventure, une parenthèse de ma vie, puisque j'ai pratiqué le karting pendant 3-4 ans environ. C'était plus en guise de loisir. Mmh. Il n'y avait pas spécialement d'objectif sportif à la clé, mais c'était le principe de pratiquer une discipline motorisée. Donc, c'était le karting qui était vachement plus adapté à ma situation à l'époque. Parce que il est clair que le sport automobile n'était pas, je dirais, à ce moment-là, dans ma tête. Mmh. Mais voilà, c'était une chouette expérience. J'ai participé à un championnat belge de karting indoor, notamment à l'époque. Mais c'était véritablement sans conviction aucune. Et puis, j'ai suivi une scolarité traditionnelle aussi. Donc, allier les deux, c'était pas véritablement possible. Donc, c'était véritablement en guise de passion et en dilettante que je pratiquais le karting. Donc 2 mois et demi après mon accident, on rencontre des personnes qui nous ont au final aidé à adapter un kart. Et donc voilà, je dirais, ouais, c'était au mois de juin, juillet, et j'avais eu mon accident au mois d'avril. Donc Waouh! c'était assez court en tout cas. Le timing était assez rapproché. Ça t'a aidé dans ton processus justement d'appréhender justement cette vie après l'accident? Je dirais qu'à 14 ans, encore une fois, c'était purement l'inconnu, donc forcément, j'avais pas spécialement de vue sur le futur, ni quelles étaient les possibilités à terme. Donc j'ai vécu les choses les unes après les autres. Puis, forcément, j'étais encadré, par pas mal de monde à l'époque, donc forcément, puisque quand un accident, de ce type, survient, on se serre les coudes, hein, Mmh. c'est clair. Et puis, mes parents ont toujours été là pour moi. Et ensuite, je dirais que c'était une chose logique de suivre une scolarité traditionnelle. Maintenant, voilà, ça m'a aidé, oui et non, mais c'est clair que ça m'a permis aussi de pratiquer un sport, où la chaise n'était pas spécialement requise, parce que Mmh. mon but a toujours été de pratiquer un sport où la chaise n'était pas,
n'était pas nécessaire à cette pratique. Donc, j'ai toujours été un petit peu anticonformiste dans l'âme, donc forcément, allez, je dirais que la continuité du sport mécanique en tant que tel était toujours là, et donc pour moi, c'était assez plaisant. Tu as été, je veux dire, aidé par un organisme particulier? La question que j'ai derrière, en fait, c'était il y a 20 ans. Est-ce que tu as vu une différence aujourd'hui ou il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose? D'un point de vue, parce qu'il voilà, les disciplines sont différentes. Il faut savoir que le karting, c'est le karting, le sport automobile, c'est le sport automobile. Donc, OK. même si l'un dans l'autre, tout débute par le karting. Souvent, les pilotes Souvent, très commencent très par là. souvent. Mais d'un côté pratico-pratique, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans le fief du sport automobile, c'est assez compliqué. Mmh. Je peux pas dire qu'il y a 20 ans d'ici, ça l'était davantage, puisque je n'étais Oui, oui. pas dans le milieu. Je suis dans le milieu depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Donc c'est assez récent malgré tout, parce Oui. que j'ai commencé en 2017, j'avais 27 ans. Mais c'est vrai qu'à mon humble avis, je dirais que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Mmh. Les infrastructures ne sont pas non plus exceptionnelles en ce qui nous concerne. Donc il faut savoir aussi que être à mobilité réduite et faire du sport automobile, par moments, c'est assez compliqué. Malgré tout, il y a que très peu d'investissements dans le milieu, en tout cas pour rendre accessible ce sport. Et bon, le sport automobile est toujours considéré comme étant un sport de nantis. C'est vrai que le sport automobile coûte cher Mmh. à terme, mais bon, après, encore une fois, il faut travailler pour pouvoir réaliser ses plus grands rêves. Ça, je dirais que c'est le maître mot du système. Il faut quand même travailler. Donc, pour toute discipline, si on veut exceller dans le domaine dans lequel on est, dans lequel on exerce, ben forcément, il faut travailler. C'est le maître mot. Tout ne tombe pas du ciel. Et donc, c'est vrai que malgré tout, je dirais que les instances, que ce soit la FIA ou les différentes fédérations, n'aident pas spécialement. Encore une fois, le sport automobile n'est pas un sport olympique, Mmh. donc forcément, ça désavantage pas mal de choses. Mais quel est ton regard justement là-dessus? Parce que je me disais: «Tiens, est-ce qu'il existe des, compétitions, pour personnes à mobilité réduite? Comme il y a les paralympiques Oui. et ça, est-ce qu'il existe ça?» Non. Alors ça a toujours, et ça c'est pas plus mal en soi, puisque Oui. ça a toujours été, je dirais, le point très important du sport automobile, c'est qu'il n'y a jamais de différence. Donc on partage le même circuit, les mêmes infrastructures. Donc il n'y a pas de compétition dite handicap. Oui. Voilà, comme on pourrait le retrouver dans la discipline de la moto, le karting. OK. Voilà. Le sport automobile n'est pas considéré comme un sport à part entière où il y a de l'inclusion. Mmh. Voilà, donc ça reste du cas par cas. Et c'est ce qui a toujours été un petit peu la problématique, même pour les fédérations, même pour les ligues handisport ou tout ce qui est, je dirais, subside de la fédération Wallonie-Bruxelles et autres, c'est que le sport automobile n'est pas un sport olympique et il est pratiqué à certains niveaux par des personnes en situation de handicap avec des valides. Donc au final, Oui. parfois, je dirais que ce sont des cas d'école, puisque c'est très compliqué de statuer sur OK, qui fait quoi et comment y parvenir. Mmh. Voilà, donc, Oui. mais il faut arriver avec des solutions et proposer des solutions pour pouvoir pallier à certains soucis. Et toi, tu trouves que c'est bien justement qu'il y ait pas, 2 ligues différentes ou, et que tout le monde soit sur le même circuit au même moment? Ou tu voudrais, allez, qu'on donne accès justement à, 20 pilotes, qui ont ce même genre de handicap? Alors, oui et non. Moi, je trouve que justement le côté où chacun se bat à son niveau avec des pilotes valides, je trouve que c'est très bien. Parce que justement, ça permet de garder un œil général et de se dire, bah, finalement, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut y parvenir. Que de pointer du doigt un championnat qui serait, je sais pas moi, l'handicap. Mmh. Je prends le Super Trofeo par exemple Lamborghini, le Super Trofeo Lamborghini Handicap Cup, des choses ainsi. Ouais, Donc, ouais, ouais. je pense que ce serait pointer du doigt le fait qu'un pilote soit en situation de handicap. Là, l'avantage, c'est de se dire, ben, on est tous ensemble sur le même circuit, on partage le même terrain de jeu, et c'est ça qui est important. Donc, c'est ce côté de pouvoir se dire, ben voilà, on est au même niveau que les valides.
C'est Et ça. c'est ça qui est important Ouais, aussi, c'est de se dire qu'on peut y parvenir. Voilà, donc, ouais. alors, maintenant, c'est vrai que s'il y avait un championnat dit spécifique, ça permettrait d'avoir, je dirais, d'autres personnes en situation de handicap Mmh. et de connaître la possibilité de concourir dans un certain championnat. Maintenant, voilà, moi honnêtement, je préfère qu'il en soit ainsi où on est tous ensemble et c'est parfait, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça où je dis, ça force le respect parce que en gros, tu n'as pas l'usage de tes jambes. Mhm. Donc, évidemment, tout le monde, conduit sa voiture avec, embrayage, frein, accélérateur avec ses pieds. Toi, tu fais tout aux mains. Oui, tout à fait. Donc alors par hasard, donc c'est une petite anecdote, hier je regarde sur YouTube et je tombe sur une vidéo de Misha, celui qui est, proche du Nürburgring. Il fait Mhm. beaucoup de tests sur le Nürb et je tombe sur un Belge en M2 qui a une voiture équipée justement pour, le handicap, exactement le même que toi et donc j'ai vu un peu comment ça fonctionne avec une espèce de manette sur la main droite qui permet d'accélérer, freiner, enfin, j'ai pas tout compris, je dois avouer, parce qu'on ne filme pas que ça. Mais, je trouvais le hasard un peu fort. Je me dis: «Tiens, demain je vois Nigel et aujourd'hui je vois cette vidéo-là». Ça me permettait de comprendre un peu mieux, ce que tu fais et je me dis: «Mais en gros, ce gars, il joue au coude à coude avec des pilotes chevronnés qui ont tous leurs membres et lui, il fait tout aux mains, quoi». Mm. Enfin, c'est là où je dis, respect parce que, c'est pas intuitif pour quelqu'un qui a eu le volant, toi, peut-être que justement, tu n'as pas conduit à l'époque de voiture avec tes pieds, je vais le dire comme ça, Officiellement non, voilà. officieusement oui. Chut, on n'a rien dit. Mais donc du coup, tu n'as pas eu ces réflexes parce que j'imagine que quelqu'un qui a, tous ces réflexes, réapprendre à conduire comme toi tu le fais, la la courbe d'apprentissage est peut-être plus longue, je sais pas, hein. C'est surtout que, à un moment donné, on est confronté à une situation qui est la nôtre et qu'il faut, de toute façon accepter Mmh mh. et qu'il faut de toute façon, prendre en considération que ça va pas être facile, ça c'est certain. Ouais, ouais. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où on n'a pas spécialement le choix, le côté intuitif de la chose prend le dessus. Mmh mh. Donc on va pas chercher les pédales avec nos pieds puisque ça va pas trop fonctionner. Ouais, Et donc je dirais qu'à terme, bah, c'est une habitude. ouais, ouais, Voilà, ouais. on sait comment ça fonctionne. Maintenant, il est clair que, tout ce qui est, conduite quotidienne ou conduite, avec sa voiture personnelle sur un circuit, ça n'a strictement rien à voir avec le racing. Ça Mmh n'a mh. strictement rien à voir. Déjà au niveau des techniques de développement, recherche et développement, pour équiper une voiture de course, c'est Ouais, totalement différent d'une voiture de tous les jours ou une mmh. voiture à laquelle on va s'amuser sur circuit. Ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Les techniques sont différentes, la rapidité est différente. Je dirais le développement, au sens large du terme est totalement différent, donc il est clair que c'est important de scinder les 2. Mmh mh. Donc, le racing, il faut toujours des adaptations qui soient beaucoup plus résistantes. C'est hyper important parce que Ouais. sinon, à un moment donné, on peut s'exposer à des risques. Mmh mh. Parce qu'il faut que ce soit relativement solide. Il y a, une technologie qui est développée autour de cela, donc il faut vraiment bien comprendre, les différents aspects du sport automobile. Et Ouais. donc moi, j'utilise des équipements qui n'ont rien à voir avec les équipements, dits traditionnels, pour moi, rouler sur, route quotidienne. OK. Donc voilà, ce sont Tu 2 roules aspects. avec quoi aujourd'hui? En pas en circuit, mais je veux dire au jour le jour, Oh, au tu roules jour le avec quoi? jour, j'ai une Smart Fortwo, OK. et une BMW Break, très Ouais, facile ouais, ouais. pour caser la chaise dedans quand je suis accompagné ou des choses ainsi. Donc c'est vachement plus facile et puis c'est très pratique. Ouais, ouais. Et donc du coup, elle a été équipée. C'est le constructeur qui fait ça ou alors il y a une société qui est spécialisée là-dedans? Alors, ce sont des sociétés. Mmh Je mh. sais qu'il y a pas mal d'associations qui essayent de rendre, le principe d'adaptation, dès la sortie d'usine, dès la conception de la voiture, sauf que c'est très compliqué. Maintenant, il y a des organismes et des gens qui sont, spécialisés dans le domaine, qui adaptent des véhicules pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a différents niveaux, hein, de Mmh mh. handicap, bien entendu. Pour ma part, c'est une simple demi-lune avec un frein sur le côté. C'est 100% mécanique, donc Ah ça oui. vient repiquer sur les pédales et Mmh le mh. travail est fait. OK. Mais bon, tout est sur mesure, donc une adaptation n'ira pas dans un autre véhicule, Oui, à oui. moins que ce soit le même véhicule. Oui, oui. OK. Mais sinon, ce sont des organismes et des personnes et des garages qui adaptent spécifiquement les véhicules pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Donc,
On va revenir un petit peu sur ton parcours, là, plus pro. Heu, Quand est-ce que ça a commencé? Donc tu m'as dit il y a 7 ans. Ça vient comment en fait de se dire, «Je vais rouler en course»? Eh bien, en fait, tout bêtement, après mes 2 bacheliers, je n'ai pas trouvé de travail et OK. pourtant j'avais postulé à pas mal d'endroits, répondu à pas mal d'annonces également. J'ai malheureusement pas trouvé de travail Mmh. et j'avais toujours eu en moi ce grand rêve, après coup de faire, de pratiquer le sport automobile, de faire du sport automobile, et à l'âge de 27 ans, ben, je me suis dit: «Ben, je pense que c'est le moment, c'est l'instant, j'ai pas trouvé de travail, je vais me consacrer à 100 à la réalisation, à la concrétisation de ce plus grand rêve». Et ben, voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui m'ont ensuite, introduit, dans le milieu et c'est ainsi que tout a commencé, en fait. Mmh. Ça a commencé en 2016 et puis véritablement en 2017 quand j'ai commencé, le sport automobile, sur le joyau, enfin sur le circuit de Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde et notre joyau, Oui, oui. de la Wallonie et donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé et ça a été, une belle réussite malgré tout. Il y a 7 ans, tu démarres sur quoi en fait? C'est quoi le championnat, la voiture? Alors c'était le championnat BGDC, donc c'est un championnat belge, qui, évolue principalement en Belgique. Il y a quelques manches qui s'effectuent à l'étranger comme aux Pays-Bas et en France et donc j'ai commencé, par, une endurance de 6h40 avec un coéquipier, ouais, donc c'était 6 heures? 6h40 à 2 pilotes pour une première course, c'était pas mal et au final on termine 2e de classe. Donc, c'était une classe, la classe 2 litres. Donc nous, c'était avec des Clio Cup à l'époque. Mmh. Et on termine 2e et 14e au général sur 60 voitures. Donc, c'était assez sympathique de voir qu'au final, Ça booste là. bah oui, clairement, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel résultat. Et puis, je me souviendrai toujours que pendant mon premier relais sur une piste assez grasse, parce qu'évidemment, à Francorchamps, il pleut. Comme 5 minutes après, c'est grand soleil, donc forcément, c'est toujours un peu plus délicat. Et je me souviens que j'ai contenu derrière moi le spécialiste de la Clio Cup hollandais, qui est multiple champion des Pays-Bas de la compétition Clio Cup. Et pendant 45 minutes, je l'ai contenu derrière et en fait, il est venu me saluer sur le podium en disant: «C'était qui lors du premier relais?» et C'était cetera. moi. C'était moi. Il m'a félicité, donc c'était assez marrant. Et puis, sans prétention aucune, on s'entend Ouais, bien, ouais. mais ça, voilà, ce sont des souvenirs qui restent gravés malgré tout. Et puis, quelques courses après, ben, j'ai pris connaissance d'un projet qui allait m'emmener beaucoup plus haut. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Et donc voilà, 2017, j'ai fait 3 courses, ce qui était pas beaucoup non plus, hein. Et puis, septembre 2017, ben, c'est là que je dirais que les choses ont un peu évolué par la suite, quoi. OK. Ouais, je t'en prie. Ouais. En fait, j'ai pris connaissance d'un projet, qui allait un peu changer, je dirais, le cours de ma carrière puisque, en juin 2017, j'apprends que monsieur Frédéric Sausset allait lancer une filière et recruter des pilotes en situation de handicap pour les amener aux 24 heures du Mans. J'apprends ça et forcément, ben, je me dis: «J'ai rien à perdre». Donc forcément, je me suis inscrit pour participer à des tests, qui se déroulaient en septembre 2017 Mmh. et dont les résultats, étaient annoncés, début 2018, janvier 2018 pour lancer une filière, qui s'appelait la filière Frédéric Sausset, un volant pour tous. Et à ma grande surprise et ben, j'avais été sélectionné parmi 3 pilotes en situation de handicap et donc pour moi, bah, c'était l'aventure qui était lancée, quoi. Donc une belle OK. aventure avec 3 saisons, devant moi et en point d'orgue, je dirais les 24 heures du Mans qui est quand même la plus grande course, Ouais, ouais. au monde. Et donc pour moi, c'était insensé et parce que jamais j'aurais pu m'imaginer être pris dans une telle filière pour potentiellement parce que c'est sûr que 3 ans avant, on s'imagine pas Mmh. pouvoir faire les 24 heures du Mans. Donc on y va et moi j'y allais, en tout cas à l'occasion de ces tests, mais sans conviction aucune où je me dis: «Bah, je passe une bonne journée, on passe un bon moment». J'aurais visité le musée des 24 heures du Mans et parce que, bah, moi, c'est une course que j'ai eu l'occasion de regarder à multiples reprises à travers, mon écran de télévision. Je Ouais, veux ouais. passer des nuits blanches complètes à regarder les 24 heures du Mans
Et pouvoir se dire qu'on y sera un jour, c'était totalement Ouais, inouï et impensable, improbable, ouais. rétrospectivement parlant, quoi. Ouais. Et donc 3 saisons, comment ça se passe? Tu voyages dans le monde? Alors 3 saisons, C'est très je dirais plutôt même 4 puisqu'il y a eu une année, sans puisque 2020, Covid? on a eu le covid et donc c'est clair que ça n'a pas été, de tout repos malgré tout. Et de se dire que, au final, c'était mieux de postposer, le projet de 2020, de l'année 2020 à 2021 était tout à fait légitime parce que c'est clair qu'on ne joue pas avec la santé des gens. Mmh mh. Et puis, 2018-2019, on fait, 2 saisons en LMP3, donc ce sont des prototypes, de catégorie 3 comme on l'appelle, donc Le Mans prototype, 3. On fait 2 saisons, ça se passe super bien. On commence les tests en 2020 avec la LMP2, donc Oreca, 07 LMP2. Ensuite, forcément, on était à la porte du covid, donc Frédéric Sausset avait pris l'excellente décision de postposer le programme à 2021, ce qui était tout à fait légitime. Et puis, 2021, on retombe dans, je dirais, dans un fonctionnement un peu plus normal. Oui. Et donc on peut relancer le programme, donc notre ascension vers les 24 heures du Mans. Et donc ça s'est super bien passé. Donc 2022, enfin plutôt 2021, tout se termine en juin 2021, le 22 août à 16h01 puisque finalement on passe la ligne d'arrivée et C'est on toi qui étais au réussit. volant? Non, c'était pas moi au volant. J'aurais bien aimé, mais c'était pas moi. OK. Donc, mais bon, le plaisir y était. On a vécu une belle aventure. On a fait le travail et voilà, c'était vraiment que du positif. Et puis, en espérant qu'il y en ait d'autres dans le futur. Mais bon, Mmh. c'est sûr que participer au Mans, le faire une fois et le terminer, c'est exceptionnel. Pouvoir le faire une seconde fois, c'est une autre paire de manches, quoi. Ouais. Et juste pour, les auditeurs et ceux qui voient pas ce que c'est une LMP1, LMP2 ou heu, donc passer d'une Clio 2 litres à ça, c'est quoi les chiffres d'une, LMP3, par exemple? Une LMP3 à l'époque, c'était 420 chevaux pour, 800, non attendez, 950 kilos, quelque chose comme ça, Moins d'une avec, tonne. un peu moins d'une tonne, avec, une charge aéro, assez importante. LMP2 à l'époque, c'était 605 chevaux, mais ils ont réduit la puissance à, 535 ou 540 chevaux, quelque chose OK. comme ça pour 950 kilos. La vitesse de pointe, c'est quoi? Oh, à l'époque, j'ai vu certaines vidéos, avant notre participation au Mans, il y avait des l'MP2 qui allaient jusqu'à 345 km/h dans les Dunaudières, donc ça allait Mmh. très vite. Maintenant, nous, quand on a eu la réduction de puissance, c'était 300, maximum 320, maximum 320. Ce qui est déjà pas mal. Après, 20 Ouais. km/h de différence, on ne le sent de toute façon. À cette vitesse-là, on le On ne le sent plus. sent pas spécialement Ouais. dans la voiture. Les voitures sont développées de sorte Mmh. que la vitesse, on la ressent pas spécialement, quoi. Ce qui est le OK. plus impressionnant, ça reste, les freinages, de toute Ouais. façon. Mais, et puis, ouais, c'est vrai que de passer de la Clio Cup, qui développe 200 chevaux pour, 1 tonne 200, pour, enfin 1 tonne 150, Une petite pour, brique quoi qui roule, ouais. ouais, une petite brique qui roule, c'est ça, à un proto qui génère énormément d'aéro, Ouais. qu'il faut également comprendre le fonctionnement de la voiture pour aller vite, Mmh. donc ce sont 2 pôles totalement opposés. Mais voilà, ça a été, il faut toujours un début à tout et le début était, pour moi, je dirais une belle aventure et au final, arriver au Mans, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Mais du coup, j'imagine aussi, faire 3 courses en Clio et puis faire, 3 saisons plus Le Mans, en formule, en proto, ça demande aussi une condition physique. Donc j'imagine que tu as dû suivre, des entraînements, autre chose, que ce que tu faisais avant peut-être? Oui, parce que malgré tout, pour tenir la longueur, il fallait quand même être prêt à, je dirais, à monter dans une voiture où, forcément le côté aéro a son importance. Donc qui dit aéro dit force G, donc Mmh. il fallait un entraînement physique, derrière pour pouvoir, arriver à tenir la longueur dans certaines courses. Donc oui, j'ai eu un entraînement physique, assez poussé. Même si en soi, je dirais que faire du sport automobile, d'un point de vue,
global, ben, ça reste un peu moins éprouvant qu'utiliser sa chaise au quotidien parce que, Mmh. voilà, il y a un moment donné, quand on doit faire des transferts, de la chaise à la voiture, à la Ouais, voiture à la ouais, chaise ouais. et cetera, plusieurs fois par jour. Sur 20 ans, ça use Ça beaucoup le use. corps, ça c'est Ouais. clair. Donc les problèmes d'articulation sont là et autres, mais il est vrai que le fait de faire de la préparation physique et du sport 2 à 3 fois semaine, Mmh. ça aide. Ça aide quand même à limiter les risques de blessures, je dirais, au quotidien. Mmh. Parce que c'est sûr que pousser une chaise et pousser son poids, soulever son poids et cetera, mine de rien, ça requiert une certaine forme physique. J'ai envie de te poser des questions un peu plus légères, genre des anecdotes que tu as, sur circuit ou dans les Oh, paddocks, je il sais y en a pas? plein, il y en a plein. Bah, le 24 heures du Mans, il y a, la rencontre avec Patrick Dempsey, que beaucoup de gens Oui? connaissent, sous le pseudonyme de Urgence. Docteur Mamour, Ouais, ouais. hein, Grey's Anatomy. Donc, il s'est prêté au jeu lors du reportage, qui avait été, créé par Christophe Anquet. Et donc, c'était assez marrant et puis chaque année, lorsqu'on va au Mans, ben, on se revoit et en OK. fait, chaque année, on fait une photo ensemble et en fait, on avait fait un petit deal. Je lui dis, «Jusqu'au jour où je roulerai, chez Proton Dempsey, bon, on fera chaque année une photo ensemble, lorsqu'on se croisera et on tape un peu la discussion». Donc, voilà, ce sont des Mmh. des anecdotes assez incroyables et puis, ben, avoir le respect de notamment comme, je dirais des pilotes de Formule 1 tels que Kevin Magnussen, avec lesquels on a pu discuter, lors des 24 heures du Mans, des choses ainsi. Bah, ce sont des anecdotes qui sont toujours amusantes à mettre sur la table et puis, aussi la rencontre avec Valentino Rossi, en 2022, à Imola où, il y a un briefing pilote, qui se fait, dans une salle, qui, est uniquement desservie par des escaliers. Donc là où vous arrivez, Ouais. on arrive face aux OK. escaliers, on se dit: «Bon, Waouh! bah, là, il y a un petit souci, hein», et là, on appelle, le team pour qu'ils viennent m'aider, le staff, se déplace pour venir me soulever et monter les volets d'escalier et donc on arrive, là et l'organisatrice, elle s'excuse parce qu'elle Ouais. avait elle avait pas pris conscience que, ben, Mmh. finalement, il y avait pas d'ascenseur, que c'était pas possible d'y accéder différemment que par les escaliers et donc, bah, c'était assez marrant, c'est l'occasion, c'est bon, elle était dans ses petits souliers, mais je l'ai rassurée, je lui ai dit: «C'est pas grave, bon, par contre, je suis 5 minutes en retard pour le briefing, veuillez m'excuser», quoi. Donc c'était assez marrant parce que Valentino Rossi, après coup, attendait que tout le monde s'en aille pour éviter d'être, accaparé à gauche et à droite et Ouais. cetera. Donc bah, moi, j'attendais avec Valentino Rossi, Ouais. on attendait que tout le monde s'en aille et bon, ça a été la 1re rencontre avec Valentino Rossi, on a discuté pendant 5 minutes et puis, ben, voilà, tout le long de la saison après en GT World Challenge, on s'est croisés, on s'est salués, donc c'est toujours chouette, quoi, de pouvoir, Mmh. croiser des personnes et des champions, de réels réels Ouais, réels ouais. champions, mais qui ont aussi, un côté, hyper attachant parce que ce sont des personnes, très humaines et qui ne se prennent pas la tête et ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir, échanger avec de telles personnes et de véritables passionnés et de véritables champions. Et tu as gardé, nourri justement des relations comme ça avec d'autres, personnalités, que ce soit du showbiz ou des pilotes? Oh, c'est vraiment au cas par cas, encore une fois, lorsqu'on va se rencontrer, des choses ainsi, voilà, après, ils sont tellement occupés que et puis on vit parfois voilà, bah, Patrick Dempsey, il vit aux Ouais. États-Unis, il vit en Europe uniquement, que pour Le Mans à proprement parler aussi, il a des obligations. Mais sinon, en dehors de ces éléments-là, on ne se rencontre pas spécialement, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir peur sur circuit? Bah, non, enfin, non, je dirais que non. Il y a toujours une c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension lorsqu'on monte dans la voiture, on se refait le film, on se refait le circuit dans la tête, les différents points de freinage, les différents repères. Avoir peur, non, je dirais que non, mais c'est sûr qu'il y a toujours une certaine appréhension, ça c'est clair. C'est toujours un petit stress négatif avant de monter dans la voiture. Mmh mh. Maintenant, une fois qu'on est sanglé, qu'on est dans la voiture et qu'on est dans le vif du sujet, on oublie tout. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé, à rouler avec une LMP3 où, j'avais aucune expérience, avec ce style de véhicule-là, ben, forcément quand on passe d'une Clio Cup à une LMP3, on est sur une autre planète, ça c'est certain. Mmh.
Donc il y avait, oui, une appréhension, un stress qui était palpable. Mais après coup, une fois que l'expérience commence à, à se faire ressentir, bah, on oublie, on fait abstraction à ce stress, je dirais un petit peu négatif. Mais c'est sûr que c'est plus de l'appréhension de savoir, bon, ben voilà, comment ça va se passer. Et une fois qu'on est dans la voiture et qu'on est prêt à y aller, ce sont des choses qui s'oublient vite, quoi. Ouais. J'imagine que tu es très conscient des risques et c'est justement à ça que tu fais attention. Bah, en Vous fait, les anticipez risques, pas mal. on sait qu'il y en a. Mmh. On sait qu'ils sont présents. On sait que dans la vie quotidienne, il y a des risques, je dirais, qui sont encore plus incontrôlés puisque moi, j'ai toujours dit que la route ouverte était beaucoup plus dangereuse que le circuit. Mmh. Sur circuit, on tourne dans le même sens. On est, épaulé par les commissaires, sans qui ce serait impossible d'évoluer en toute sécurité. Il y a également les staffs médicaux qui sont présents sur circuit, donc tout est mis en œuvre pour que le risque zéro, on s'entend bien, le risque zéro n'existe pas, Mmh. mais pour qu'on puisse évoluer de manière un peu plus safe. Oui. Sur la route ouverte, ben, on peut traverser la route, glisser sur une plaque de verglas ou j'en sais rien, et on peut se faire très mal. Mmh. Et donc, hem, encore une fois, le sport automobile a été, l'est et le sera. Ce sera toujours une pratique dangereuse, mais grâce aux différents aspects, au final, ben, on peut réduire certains risques. Mmh. Et puis, ben, il y a aussi le côté sécuritaire de la chose. Les voitures sont de plus en plus résistantes, beaucoup plus pensées aux risques, inhérents donc du sport automobile. Le circuit aussi Le lui-même. circuit aussi, Mmh. voilà, il y a toujours la FIA qui est derrière pour donner, je dirais une homologation du Mmh. circuit, donc voilà, l'un dans l'autre, tous ces risques existent, oui, mais ont tendance à se réduire au fur et à mesure avec les différents, développements qui sont proposés dans dans tous les domaines Mmh. qui sont, je dirais, dans le domaine du sport automobile. Mmh. C'est important aussi de le souligner. Maintenant, il est clair aussi que le fait de faire attention à soi-même, il y a aussi le fait de faire attention à la voiture parce que évidemment ça coûte beaucoup d'argent lorsqu'on casse une voiture. Mmh. Toutes les carrosseries en général sont en carbone, donc on Mmh. sait très bien que le carbone dès que ça casse, ça coûte très cher. Et puis, ben, chaque année, le sport automobile est une discipline qui, est, je dirais, de plus en plus exponentielle en termes de Mmh. coûts. Donc au final, on pense à 2 fois avant d'aller au contact. Voilà, on pourrait ruiner notre course comme on pourrait ruiner celle, d'un concurrent qui n'a rien demandé. Donc au final, il y a tout de même, une protection naturelle de soi Mmh. parce qu'on n'a pas non plus des portefeuilles et des comptes bancaires, sans fond et donc forcément Oui, il oui. faut quand même y aller avec, un peu plus de réflexion. Mmh. Justement donc, moi il me semble on s'est rencontrés virtuellement, je veux le dire, sur LinkedIn, il y a un peu plus d'un an, je dirais quasi 2 ans. En fait, c'est mon voisin qui m'avait parlé de toi. Donc il est commissaire de piste, au karting, dans la région et il m'a dit: «Il y a un gars, il est venu, exceptionnel, hein. Chaise roulante, mais pilote et tout ça. Il roule pour», à l'époque, je pense que c'était Bentley et donc je me suis dit: «Ah». Il y avait déjà quelque chose en moi qui me disait: «Ce type, il est bien». Et donc cette année, tu roules, chez Lamborghini, enfin, sur le championnat, Lamborghini, si j'ai bien compris. Ça coûte combien justement une Lamborghini de course? C'est pas spécialement l'achat de la voiture qui coûte cher en fait, c'est tout ce C'est tout qui le tourne autour. staff, Voilà, le c'est ça, ouais, OK. c'est tout ce qui tourne autour, c'est, la logistique, le développement, la mécanique, les hommes, les Mmh. ingénieurs, les consommables. Ouais. Les pneus, les plaquettes de frein, les disques de frein, heu, la révision moteur, la révision des boîtes de vitesses et cetera donc l'achat d'une voiture de course en soi, c'est pas spécialement cher, ça paraît, utopique quand je dis ça, mais Mmh. c'est tout ce qui tourne autour de la voiture donc C'est plutôt le coût de la saison. c'est ça. Oui, Parce OK. qu'une voiture peut être amortie sur 3 à 4 saisons, Mmh. voilà. Pour une Super Trofeo, par exemple avec laquelle je roule, c'est, 259 000 € précisément OK. à l'achat, Mmh. prête à rouler, prête à l'emploi. Sauf que, bah, derrière, une saison, il faut malheureusement, beaucoup plus Ah oui. par rapport au coût de la voiture parce Mmh. qu'il y a l'amortissement et cetera donc
Mais ça, le pilote doit quand même le payer. Donc forcément, aujourd'hui, une saison en Super Trofeo, avec les 6 courses comprises, avec le staff complet où on arrive, c'est du arrive and drive, comme on dit dans le jargon, c'est 300 000 €. Mmh. Donc C'est plus que la voiture. c'est plus que la voiture seule Mmh. et uniquement. Donc, Ouais, ouais. et là-dedans, on compte un amortissement de 50 000 € la saison, par exemple. Mmh. Donc au final, tout le reste derrière, ce sont les inscriptions, les pneus, Le les transport. ingénieurs, le transport, la maintenance du véhicule, le Mmh. stockage, enfin tout confondu. Donc OK. oui, ça coûte beaucoup d'argent. Maintenant, c'est pas la série qui coûte, c'est pas la série la plus onéreuse dans le marché, Mmh. parce qu'on peut prendre, je dirais l'extrême de l'endurance, ça reste le championnat du monde, le WEC, et là on est à vachement plus. C'est des Donc millions? ce sont des millions, ouais, ce sont des millions. Donc pour une GT3 aujourd'hui, on est à 3,5 millions, 4 millions d'euros la saison. Et ensuite, si on va plus haut dans la sphère, dans les différentes catégories hypercars, on est au bas mot 10 millions d'euros la saison. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Donc mais OK. voilà, ça reste la catégorie la plus importante du championnat du monde d'endurance. Ouais. À l'époque, quand moi j'ai fait Le Mans, en 2021, pour faire uniquement les 24 heures du Mans en LMP2, on était à 900 000 € la course. Mmh. Donc, C'est pour une voiture, ça? pour une voiture, Mmh. voilà, c'est OK. ça, Mmh. pour Donc une faut pas voiture. la casser. Et il faut pas la casser. Et quand on la casse, ça revient, la note est vite salée. Donc, Oui. vaut mieux pas. Vaut mieux pas, parce qu'encore une fois, tout est en carbone, Mmh. et donc il y a les différents intervenants également qui prennent leur petite commission par-ci par-là, donc forcément ça fait gonfler la note. Donc, Mmh. puisque tout est régi par une fédération, et qui développe les voitures, etc. Donc forcément, ça prend vite de l'ampleur si, Ouais, si on vient à casser. Donc il faut rester malgré tout assez conscient des risques. C'est ce que je disais juste avant. ouais. Parce que rouler en mode off tout le temps, cerveau en mode off, c'est sûr qu'à un moment donné, ça paye pas, quoi. Donc, Ouais. Puis tu n'es plus, reconduit en tant que pilote. oui, et puis, ben, Mmh. encore une fois, tout est lié à l'argent, tout est lié au Mmh. budget. Et vous savez, il y a des pilotes qui ont un talent exceptionnel, mais au final, ils n'ont pas spécialement de budget, et donc clairement, ils ne peuvent pas accéder à certaines compétitions, parce que tout est régi par l'argent, tout est Mmh. régi par le budget. Et oui, donc forcément, il y a des pilotes qui parviennent à faire carrière dès le départ, parce que ben ils ont quelqu'un derrière qui finance tout cela, et de manière plus évidente pour eux, ils accèdent peut-être pas à la Formule 1, mais déjà si on a la possibilité de faire des doubles programmes en prototype, c'est que Mmh. forcément il y a un peu de budget derrière, donc Ouais, tout ça à fait. aide. Lamborghini, donc ça, c'est 2024? Alors, j'ai fait une première saison en 2023, en Super Trofeo Lamborghini. Cette saison, ce sera également le Super Trofeo Lamborghini. Par contre, cette année, j'ai décidé d'évoluer seul. Donc, OK. on peut participer à ce championnat-là, en étant 2 pilotes. On se partage évidemment le volant. Mais, ici, cette saison, j'ai décidé de rouler seul. D'un point de vue, je dirais challenge, c'est un peu ma devise, c'est de se renouveler un petit peu chaque année, Mmh. et là, on est en plein dedans. Puis, bah, voilà, je pense que c'est un très beau championnat, il y a du niveau, c'est vraiment, c'est bien ficelé, c'est vraiment bien développé par la marque Lamborghini, donc c'est un beau produit, et qui séduit, pas mal de pilotes, puisque, en Europe, on est quand même 50 voitures engagées. Ah oui. Donc ça Mmh. ça ça pèse quand même assez bien. Et puis le grand avantage cette année, c'est qu'on va rouler, à l'occasion de trois courses d'ouverture du WEC, donc du championnat du monde d'endurance, et on fera également la course d'ouverture des 24 heures du Mans. Donc ça, c'est OK. exceptionnel. Donc voilà, pour moi 2024, c'était obligé d'en être, puisque, il y a que très peu de séries qui permettent aujourd'hui de rouler sur le grand circuit des 24 heures du Mans, à savoir les Mmh. 13 kilomètres, Ouais. et non pas le Bugatti. OK. Donc voilà, je l'ai fait en 2019, en 2021, et on remet le couvert en 2024. Donc j'aurai le grand plaisir et la grande joie de pouvoir rouler sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc ça me permettra de me remémorer de Mmh. belles histoires, de belles expériences. Et tu as déjà la date? Si, Oui, hein, c'est quelqu'un veut la le suivre? week-end du 15 et 16 juin 2024. OK.
C'est quoi le prochain rêve? Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup parce que je pense que le rêve de participer aux 24 heures du Mans a été tellement «vite» entre guillemets parce que quand on regarde que j'ai commencé en 2017 et on a fait cela en 2021, c'est après 3 saisons donc Mmh. je pense que c'est hyper difficile de je pense que ce serait très difficile de faire mieux. Oui. Maintenant, mon plus grand rêve serait, bah, de réaliser une seconde fois les 24 heures du Mans, Mmh. de de participer à nouveau aux 24 heures de Spa, Oui. de belle façon, et surtout de les terminer parce qu'on les a fait, on a participé aux 24 heures de Spa en 2022 avec la Bentley justement. OK. Malheureusement, ça s'est soldé par un abandon sur les coups de 3h30 du matin donc voilà. Il manquait quoi? Oh, Quelle durée? il manquait, pour atteindre l'arrivée, il manquait la moitié du temps, Mmh. quoi, parce que ça a commencé à 16h et on a Ah abandonné à ouais. 3h30 donc on avait fait la moitié de la course. Mais voilà, c'était une belle expérience. J'ai pris le Mmh. départ, c'était grisant malgré tout avec, 62 voitures sur la grille de départ, avec autant de monde, c'est juste extraordinaire parce qu'il faut savoir que on a fait Le Mans, il y avait qu'une jauge de 50 000 spectateurs qui était acceptée. OK. Donc, à contrario de l'année passée où c'était plus de 325 000 spectateurs. Donc, L'ambiance est pas la même. la balance et l'ambiance sont pas du tout les mêmes au final. Donc, Ouais. là, il y avait beaucoup de monde malgré tout à Spa. Mmh. C'était comble et c'était génial, quoi. Ouais, ouais. Et puis, belle aventure, mais remettre le couvert est quand même dans le tiroir au final et on verra ce que l'avenir va me réserver, mais on y travaille, ça c'est certain, le fait de Ouais. pouvoir y retourner. Après, évidemment, il y a des courses, pourquoi pas un jour rouler aux États-Unis, ça me plairait davantage, parce que c'est un pays qui m'attire énormément. Et puis, ben, continuer mon petit bonhomme de chemin, susciter des vocations aussi, Ouais. parce que malheureusement, il y en a que trop peu. Mmh. Il y en a beaucoup qui se demandent, mais comment y parvenir? Mais je trouve que c'est aussi mon rôle aujourd'hui de dire: «Bien, OK, n'hésitez pas à me contacter, si je peux vous aider à ouvrir, les voies d'une manière ou d'une autre par des relations, des contacts et cetera, Mmh. allez-y, venez vers moi». Je serais vraiment, très, très content de pouvoir aider les personnes à se lancer d'une manière ou d'une autre parce qu'au final, c'est aussi ça mon rôle, c'est aussi ça de susciter, des vocations, d'aider d'autres personnes qui rêvent, d'accéder à cette discipline, Mmh. en toute humilité. Moi, c'est ça aussi mon plus grand rêve, c'est de pouvoir, heu, voir qu'il y ait d'autres personnes, dans la même situation que moi qui passent, ces étapes Mmh. pour pouvoir, réaliser et concrétiser leurs plus grands rêves. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Mmh. En Europe, il y en a peut-être, 3 ou 4. Aux OK. États-Unis, il y en a quelques-uns, mais je ne les connais pas tous et en Asie, il y en a peut-être un ou 2. Donc il y en a vraiment que très, très peu. Après, il y en a d'autres, hein, qui le font, mais qui sont peut-être moins connus ou reconnus parce que il est clair qu'on est moins reconnu qu'un pilote, je dirais, un pilote valide va être plus vite mis en avant qu'un pilote en situation de handicap. Donc, c'est assez compliqué malgré tout de faire son trou, Ouais, ouais. dans le domaine, parce que c'est pas spécialement un sport qui est dédié aux personnes en situation de handicap. Donc c'est pour ça qu'il faut, je dirais, pousser les portes et se dire, ben, être convaincu qu'on va y arriver, quoi. C'est ça Mmh. qui est le plus important. Donc, voilà, après, si les performances suivent, c'est génial, quoi. À travers le sport automobile, ben, je suis le seul pilote en situation de handicap à avoir fait, les 24 heures du Mans, avoir fait les 24 heures de Spa et avoir pu, réaliser quelques résultats en GT3. Donc, je suis le seul au monde, mais ça fait pas tout. Mmh. C'est presque rien, c'est une goutte d'eau dans un océan. Mmh. Donc il faut toujours se réinventer, il faut toujours penser au lendemain et aller de l'avant. Et donc, c'est ça qui est aussi le plus important, c'est de pouvoir montrer, aux personnes je dirais qui sont dans la même situation que c'est possible. Mais Ouais. malgré tout, il faut travailler, voilà, il faut se lever le matin et mettre tout en place pour pouvoir, concrétiser ses plus Mmh. grands rêves. Si les rêves, se réalisent, c'est un franc succès. Maintenant, dans différents domaines, hein, tout le monde a ses rêves, tout le monde a envie
d'aller dans je dirais, de prendre part à des compétitions, que ce soit du tennis, du basket, du ping-pong, des sports qui sont, je dirais, encadrés par une ligue, et si c'est ça, si ce sont les plus grands rêves de d'autres personnes en situation de handicap, ah ben, qu'ils aillent, je dirais, qu'ils prennent la voie que leur cœur ont envie de prendre, en fait. C'est ça qui Mmh. est le plus important, c'est de se faire confiance et d'avancer, avec un bon encadrement, avec, des bonnes personnes et d'avancer du mieux que ces personnes le peuvent, en fait. Mmh. J'ai envie de te poser une dernière question. Donc nous, le podcast s'adresse essentiellement aux personnes dans l'entreprise et nous sommes un acteur de changement. Donc on amène du changement d'entreprise. Moi, j'entends, toute ta vie, c'est ça, en fait. C'est il t'arrive des choses, tu rebondis, tu as des opportunités, tu les saisis. C'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à justement des gens qui ont peur du changement? Parce que ça existe. Alors avoir peur du changement, c'est toute une je pense, c'est tout le monde, en fait. Mmh mh. Je pense que ça arrive à tout le monde. On est toujours en position de de questionnement, De doute. de doute, Mmh mh. on se demande: «Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est une bonne décision?» Ben voilà, à un moment donné, si on est lancé dans une voie et qu'on apprécie, le domaine dans lequel on évolue, je pense que la passion prend le dessus et donc forcément, on peut à un moment donné, subir, des échecs. J'en ai eu, hein, j'en ai connu, voilà, quand on participe aux 24 heures de Spa et qu'on se dit: «Bah, ouais, si au moins on pouvait terminer, ce serait génial». Bon, après on a abandonné malheureusement, mais c'est comme ça. Mais si on reprend la performance sur papier, à un moment donné de la course, on était devant, un équipage qui finit deuxième de catégorie en Gold Cup. Potentiellement, on aurait pu être deuxième, Ouais. mais ce ne sont que des suppositions et c'est théorique, encore Mmh. une fois. Donc voilà, mais c'est comme ça fait partie du sport automobile. C'est un échec, mais il faut l'accepter et il faut pouvoir rebondir. Et Mmh. c'est partout pareil, dans toute discipline. Il peut y avoir des moments de doute. Le tout, c'est de se positionner, de se dire: «Ok, il s'est passé ça. Il y a eu ça comme investissement. Eh bien, comment je vais faire aujourd'hui pour, je dirais, contrecarrer et court-circuiter ces éléments-là?» Mmh. Et donc, ben, c'est là qu'à un moment donné, bon, on se réunit avec le team, on discute, voilà, est-ce que, ben, on prendrait pas cette voie-ci, est-ce qu'on prendrait pas cette voie-là? Et c'est le tout aussi, c'est d'être encadré, Mmh. c'est d'être, avec son équipe et de s'imaginer le futur. Et c'est exactement ce que je fais chaque année, c'est comme ça que je fonctionne depuis pas mal de temps également, c'est de se dire: «Bon, ben, voilà, il y a eu ça, mais que dois-je mettre en œuvre pour pouvoir, je dirais, évoluer, me sentir mieux, tant sur le plan physique que mental?» Mmh. Mais c'est sûr que c'est pas tous les jours évident, hein. Ouais. Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. Mais encore une fois, si la passion est derrière et si, l'envie y est, bon, on peut facilement soulever des montagnes. Donc forcément, Mmh. c'est voilà, il faut à un moment donné se surpasser et ne plus spécialement faire les mêmes erreurs. Apprendre de ses erreurs pour grandir et une fois qu'on a l'expérience, ben, ça permet également d'aller de l'avant. Ça, c'est je Mmh. pense que c'est important aussi et la réactivité. Pour Mmh. moi, la réactivité, ça a toujours été le maître mot dans ce que je fais, la réactivité. Mmh. Parce que on peut susciter un sentiment auprès d'un éventuel partenaire, mais il faut prendre la balle au bond et pas laisser estomper ce sentiment. Ouais. Donc c'est un peu comme on dit, le coup de foudre, love at the first voilà First et sight. donc il faut saisir cette opportunité et ensuite proposer des alternatives, des Mmh. de voilà, de ce qu'on fait de mieux et cetera et puis c'est la même chose dans le cadre de l'entreprise. Il faut toujours être réactif. Lorsque vous recevez un email ou une demande, une offre ou que sais-je, il faut pas attendre une semaine pour répondre. Moi, j'ai vu ça, hein, donc pour te donner le contexte, j'étais chez, au garage, ils remplaçaient la clim de ma voiture. J'ai passé 6 heures sur place et je regardais, LinkedIn et je vois que tu montres, une vidéo de ton volant, justement. Je pense qu'ils étaient en train de faire ils filmaient le volant que tu vas utiliser pour la saison et puis je me dis: «Je vais l'appeler, enfin, je vais le contacter». Donc je t'ai envoyé un petit message, puis je vois que tu réponds immédiatement. On a échangé le numéro de téléphone, on s'est appelé, c'est direct, quoi.
Ouais, parce que moi, j'ai toujours fonctionné avec réactivité parce que je pense que ça amène aussi le côté, sérieux de la chose. Mmh. Si quelqu'un laisse un temps de latence avant de répondre et cetera, bah, forcément, on va dire: «Ah oui, mais entre temps, j'ai autre chose qui s'est programmée». Donc forcément, on perd une branche, on perd Mmh. une possibilité de s'exprimer, d'échanger, d'avoir un certain relationnel. Mmh. Et ensuite, ben, je dirais que ces relations qui m'ont amené aujourd'hui où j'en suis, eh bien, en fait, les personnes qui m'entourent sont devenues des amis. Mmh. Donc à terme, c'est que du positif au final. Donc l'un dans l'autre, le côté réactif de la chose, ça aide, mais dans tous les domaines, je pense. Dans tous Mmh. les domaines, on entend bien souvent: «Oui, je trouve pas spécialement de corps de métier pour, tel ou tel travaux, parce que j'ai pas de devis, parce que ci, parce que là». Mais parce que ces personnes-là n'ont pas spécialement, je dirais les personnes pour les encadrer, pour remettre des devis et autres, et donc peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose qui va peut-être ensuite générer sur autre chose. Oui, oui. Voilà, et Ouais, puis je suis d'accord. le côté sérieux de la chose aussi, ça aide. Parce que si on propose des programmes de courses où il y a pas un petit peu un côté sexy, voilà, par exemple, bah, cette année on retourne au Mans, ben, tous mes partenaires qui ont vécu le Mans en 2021, mais ils n'attendent qu'une chose, c'est d'y retourner. Ouais, ouais. Et donc cette année, ben voilà les gars, attention, on ne fait pas les 24 heures du Mans, mais par contre, on fait une course d'ouverture. Ouais. Mais si vous êtes là, sachez que, ben forcément, vous allez pouvoir vivre les 24 heures du Mans, Mmh. comme il y a 3 ans d'ici. C'est ça. Voilà, donc c'est et directement: «Ah ouais, c'est génial, on y retourne, on a passé un super moment». Il y a certaines personnes qui ont tissé des liens avec d'autres sociétés, donc Mmh. forcément, il y a eu des échanges commerciaux, donc voilà, c'est tout bénéfique. À un moment donné, ils se sont retrouvés, ils ont passé un bon moment ensemble, ils se sont peut-être pris, quelques coups dans l'aile aussi, lors Ils ont des 24 profité. heures. Ouais. Ils ont bien profité, et donc voilà, Mmh. tout est réuni. On passe de bons moments, les personnes qui me suivent, bah, en fait, c'est un peu leur propre team building, si je Ouais. puis dire, puisque les patrons se rendent sur les courses, ils suivent avec intérêt, et donc c'est aussi une petite partie, off du travail Ouais. pour eux, Mmh. et on se retrouve tous ensemble et on passe de bons moments. Donc c'est Mmh. toujours, on joint l'utile à l'agréable, et ensuite, ben, j'espère que ça continuera encore. Ouais. Écoute, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Ton histoire est quand même incroyable. Je voudrais juste, pour nos auditeurs, donner un petit mot. Où est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce qu'on te suit sur Insta, Twitter? C'est quoi tes réseaux? J'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai LinkedIn qui est pour moi je dirais, bah, voilà, c'est sur ce réseau, social professionnel qu'on s'est rencontrés, ou Mmh. qu'on a pu échanger de prime abord. Donc pour moi, LinkedIn reste un très, très bon, je dirais, moyen de communication. En tout cas, un peu plus professionnel, Ouais. contenu un peu plus professionnel, où j'essaie de partager mes aventures sportives et automobiles, du mieux que je peux. Et surtout, ben, oui, il y a aussi Facebook, et bon, il y a aussi pas mal de revues de presse qui circulent malgré tout. Donc Tu as pour un site moi, aussi? j'ai un site internet, oui, qui est en cours de mise à jour. Mmh. C'est pas Oui. toujours évident de pouvoir concilier le tout. Mmh. Mais LinkedIn pour moi est un un très bon moyen de communication, et voilà, c'est toujours plus agréable, qu'une invitation Facebook ou Instagram, Mmh. voilà, donc pour moi, LinkedIn reste un très bon vecteur de communication. Je vais rappeler à nos auditeurs que nous avons un répondeur donc sur Vodio, sur le podcast Pixis. Donc vous pouvez enregistrer un petit message à destination de Nigel. Vous pouvez aussi dans le message préciser que vous acceptez que votre message soit publié. Si c'est le cas, volontiers on le mettra en public sur notre podcast. Et quoi qu'il en soit, Nigel recevra le message. Donc tu pourras aussi répondre à la personne. Bah, écoutez, avec grand plaisir. On va se quitter là-dessus. Je te remercie beaucoup Merci et énormément. bonne saison. Merci pour tout en tout cas. Merci.